Bonjour à tous et merci d'être venus aussi nombreux. Merci à la mairie de nous avoir octroyé cette belle salle. Et merci à Ronnie Broman qui a bien voulu venir jusqu'à nous malgré toutes les sollicitations qu'il a. Comme vous le savez, Gaza est un tombeau, un trou noir. On a parlé longtemps on parle parfois d'une seconde Nakba. La Nakba, c'était le nettoyage ethnique des Palestiniens accompagné de massacres. Mais là, on peut se demander si on ne peut pas aller plus loin, parler d'un génocide, c'est-à-dire le pire du pire. Les Palestiniens de Cisjordanie vivent aussi des violences insoutenables, notamment dans les camps de réfugiés, mais pas que. Expulsions, vol de terre, tueries, emprisonnement massif, avec viol et torture. Et on se demande même si la Palestine peut encore exister. En tout cas, c'est un désastre. Et les complices de ce désastre le payeront très cher. Ils ne seront jamais pardonnés. Et quand on parle de complices, on parle de nos pays, et en particulier la France, qui consentent au désastre. Consentir, c'est ne rien faire pour arrêter, et c'est même aider. Voilà, et je laisse la parole à Ronnie en le présentant très rapidement parce qu'il n'a pas besoin d'être présenté. Il nous sera précieux pour parler de tout ça parce qu'il connaît les terrains les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les persécutions, les désastres humanitaires. Il connaît ça mieux que personne puisqu'il a été président de MSF, Médecins sans frontières, pendant longtemps et qu'il continue à y travailler. J'ajoute juste une petite parenthèse, c'est que quelque chose qui est peut-être un peu moins connu, en 1999, il a réalisé avec Eyal Sivan un film sur le nazi Eichmann qui avait pour titre un criminel moderne. Un spécialiste portrait d'un criminel moderne. Et je me dis que cette appellation criminel moderne peut nous parler. Voilà, je lui laisse la parole. Merci. Je commencerai par dire ce qui, selon moi, singularise la guerre de Gaza. Car il est souvent dit dans les débats, notamment sur les chaînes info, qu'on met sans cesse Gaza en avant, alors qu'il se passe ailleurs des choses horribles dont on ne parle pas. Du coup, si on parle un peu trop de Gaza, c'est sans doute qu'on a des idées derrière la tête, parce qu'il se passe ailleurs des choses au moins aussi horribles, voire plus horribles. Et naturellement, les choses qu'on a derrière la tête, c'est une hostilité sourde, voire une haine franche à l'encontre des Juifs qui expliquent les critiques que l'on peut porter à Gaza et qui du coup les disqualifient, les discréditent. Si les critiques qu'on porte à la guerre et au gouvernement israélien qui mènent cette guerre sont inspirées par la haine des Juifs, ben c'est que ces critiques ne valent rien et que la guerre peut continuer sans être abordée de façon critique. Or, il est vrai que il y a des conflits ailleurs, notamment au Soudan et au Congo, qui sont les deux guerres actives, chaudes, qui causent un grand nombre de victimes, de personnes déplacées, de morts et de souffrances. Et de ces guerres, il faut en effet savoir parler aussi, ne pas les cantonner dans un obscur rayon et regarder ailleurs, car ce sont des êtres humains qui souffrent
et qui ont besoin à la fois de notre aide, de nos pensées, et évidemment de solutions politiques, mais ça n'est pas en notre pouvoir. Et c'est là justement qu'intervient le lien. Les guerres du Soudan et du Congo, pour parler des deux conflits armés les plus actifs, les plus meurtriers du moment, échappent totalement non pas seulement à la vue, mais surtout au pouvoir, à l'emprise des pays occidentaux. Les armements, les soutiens politiques, les soutiens diplomatiques viennent d'ailleurs que d'Occident. Et on ne peut pas accuser ni la France, ni la Grande-Bretagne, ni l'Allemagne, ni d'autres pays européens, ni même les États-Unis, d'avoir leur pion là-dedans, d'entretenir cette guerre ou d'entretenir l'un des belligérants, l'un des protagonistes de cette guerre, si bien qu'elle est effectivement politiquement assez lointaine, elles sont assez lointaines, et cet éloignement explique que ça ne soit pas aussi présent que cela dans nos esprits. Il en va tout autrement de Gaza. Gaza se singularise par deux points que je détaillerai, enfin dont je détaillerai l'un d'eux immédiatement, mais qui sont à la fois la cruauté, la férocité de cette guerre menée contre les Palestiniens et non pas contre le Hamas, comme il est dit, et par ailleurs de recevoir le soutien plein et entier de la quasi-totalité des pays du monde, à commencer des États du monde, à commencer par les États européens, mais à continuer aussi par l'immense majorité des États arabes, dont certains, moi personnellement, les solidarités ethniques ne me mobilisent pas plus que cela, donc je n'attends rien de spécial d'un État arabe parce qu'il est arabe. Enfin, il est convenu d'attendre plus de choses des États arabes pour un conflit dans lequel sont impliquées des populations arabes, et aucun d'entre eux n'a manifesté la moindre sollicitude, si ce n'est peut-être l'Algérie, mais compte tenu des difficultés entre la France et l'Algérie en ce moment, on n'entend pas trop les réactions des Algériens. Mais pour le reste, il y a un certain appui, et d'ailleurs on a entendu un certain nombre de soutiens d'Israël. Je pense notamment, j'ai à plusieurs reprises entendu Anne Sinclair, qui s'est déclarée un peu embarrassée ces derniers temps par la cruauté de la guerre qu'elle soutenait jusqu'à présent. J'entendais Anne Sinclair dire avec, comment dire, une sorte d'ironie un peu appuyée, un peu lourde, que d'ailleurs personne ne s'intéressait à la question des Palestiniens et que les États arabes avaient bien laissé tomber les Palestiniens, ce qui est vrai et qui est à déplorer, mais ça n'est pas pour autant qu'il faut suivre l'exemple de ces dictatures prédatrices pour l'essentiel et qui ne représentent pas vraiment une morale inspirante. En tout cas, l'Europe qui se targue d'être le lieu du monde où est le mieux défendu le droit, où sont mieux défendus les libertés, les droits de l'homme, les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, l'Europe qui prétend avoir expié, avoir dépassé un passé terrifiant de violence coloniale, de violence guerrière, de violence meurtrière, pour prôner la paix, les libertés, la justice, eh bien cette Europe n'a pas, ou pratiquement pas, levé un sourcil. Jusqu'à présent, jusqu'à ces derniers jours, les choses commencent à changer et il ne faut pas ignorer ces changements. Mais voilà, pendant 18 mois de guerre terrifiante, l'Europe n'a pas fait grand-chose. Et je reviendrai sur le vocabulaire, le droit à se défendre, l'antisionisme équivalent à l'antisémitisme et ce genre de choses, juste après avoir dit en quoi la réalité physique, matérielle de cette guerre à Gaza la distingue d'autres guerres. La première de ces caractéristiques, elle est connue de tous, mais elle est importante à rappeler malgré tout, c'est le fait que Gaza est déjà une prison. Depuis 2007, on ne sort plus et on n'entre plus pratiquement à Gaza quand on est
palestiniens, à l'exception d'un petit filet de population qui a été autorisé à venir travailler en Israël pendant plusieurs années. Mais à Gaza, il y avait une population captive qui était en prison à perpétuité. Pourquoi? Parce que ce sont des Palestiniens et que le Hamas avait gagné des élections en 2006, ce que Israël a considéré comme inacceptable. Car Israël, naturellement, doit pouvoir dire son mot sur les résultats des élections en Palestine, selon une bonne vieille doctrine coloniale, appliquée de façon immédiate, spontanée, sans que, visiblement, cela choque le reste du monde, en tout cas le reste du monde européen, sans doute parce que subsiste en nous, dans notre imaginaire collectif, un impensé colonial persistant, résiduel peut-être, mais en tout cas encore opérant, parce que le fait que le Hamas ait gagné de ces élections dans des conditions qui étaient indiscutables électoralement, c'était eux qui l'avaient emporté. Les élections s'étaient déroulées de façon nette, de façon correcte, et leur résultat a été refusé par l'autorité palestinienne et également par Israël, qui ensuite s'en est accommodé, car comme chacun sait, Israël a joué ensuite sur la compétition entre le Hamas et l'autorité palestinienne, enfin entre le Hamas et l'OLP, plus précisément, car tout ce qui peut diviser les Palestiniens est bon à prendre du côté israélien, permettant de nourrir l'idée qu'on est attaché à la paix, qu'on n'a pas d'autre idée que de faire la paix, mais qu'on n'a pas de partenaire, puisqu'il y en a deux. Si on signe avec l'un, on ne peut pas signer avec l'autre, et donc on ne peut pas signer du tout. Voilà l'usage politico-diplomatique immédiat, le bénéfice rhétorique que Israël retire de cette division et qui explique notamment que les valises de millions, de dizaines de millions de dollars soient passées entre les mains du Qatar à l'autorité, au Hamas, en passant par les services israéliens pendant des années. Netanyahou l'expliquant d'ailleurs de façon ouverte, sans vraiment se cacher. Mais donc, je reviens à mon propos. J'ai la sale manie de diverger, de faire des écarts, d'être un peu sinueux. Vous m'en excuserez. D'avance, je ne sais pas faire autrement. Donc, ces bombardements ont lieu dans une prison dont on ne s'échappe pas. Et par rapport, par exemple, à ce dont nous parlions, ce dont je parlais à l'instant concernant le Soudan et le Congo, dans ces pays, lorsque des bombardemment se produisent, lorsque des attaques ont lieu, on peut s'échapper. Je ne dis pas pour autant que la situation est enviable, elle ne l'est évidemment pas. Ces guerres sont cruelles, font un grand nombre de victimes, et il faudrait faire plus pour les arrêter, mais on n'y arrive pas. Mais en tout cas, il y a un grand nombre de personnes déplacées dans des pays qui sont très vastes, où malgré tout, des gens peuvent, par dizaines de milliers, voire par centaines de milliers, bouger, se resituer dans d'autres endroits où ils reçoivent, malgré tout, malgré toutes les difficultés, ils reçoivent de l'aide. Ils reçoivent de l'aide à la fois de leur environnement immédiat, la solidarité des voisins, et également de la communauté internationale, les ONG, les organisations internationales, les agences de l'ONU sont présentes. Par ailleurs, des journalistes sont là aussi, qui rendent compte de la situation, et même si ça ne fait pas les gros titres, c'est malgré tout présent dans la presse. À Gaza, rien de tout cela. Pas un seul journaliste étranger n'a pénétré le territoire de Gaza autrement que inscrit dans des actions militaires israéliennes. Il y en a eu 2 ou 3, et il y a eu aussi, une journaliste de CNN au tout début qui a fait une incursion de 2-3 heures, et ça a été tout. Donc Israël mène cette guerre, je ne dirais pas à huis clos, car grâce aux journalistes palestiniens et au réseau Internet que Israël ne parvient pas à contrôler, l'information sort. Et nous savons ce qui s'y passe, ce qui accroît d'ailleurs la responsabilité des Européens qui ne peuvent pas regarder ailleurs, enfin qui peuvent regarder ailleurs,
mais qui sont coupables de regarder ailleurs, car s'ils dirigent leur regard dans la bonne direction, ils savent à peu près tout ce qui se passe grâce au travail remarquable des journalistes palestiniens. Mais précisément, ces journalistes palestiniens ont été décimés en masse. Et c'est là que interviennent tous les superlatifs que l'on peut imaginer. Le Gaza est le lieu où tous les records militaires sont battus. Record d'intensité de bombardement. J'entendais un expert militaire, il y a de cela quelques jours, Guillaume Ancel, qui avait calculé qu'il y avait environ 100 000 tonnes de bombes qui s'étaient abattues. 100 000 tonnes de bombes qui s'étaient abattues sur Gaza pour la seule année 2024. C'est-à-dire qu'il y avait déjà eu 20 000 tonnes qui étaient parties dans l'année 2023 après l'attaque du 7 octobre. Et encore des bombes qui tombent là. La nouvelle offensive survenue après la rupture du cessez-le-feu par les Israéliens est absolument dévastatrice. En nombre de morts, elle bat encore les records qui étaient déjà inscrits dans l'offensive avant le cessez-le-feu. Donc record de l'intensité de bombardement. On faisait remarquer que les bombardements alliés sur l'Allemagne à la fin de la guerre n'ont pas atteint ce niveau de déferlement, ce niveau de déluge de bombes. Donc férocité, intensité des bombardements. Record de journalistes tués. Plus de 200. Parmi ces 200, au moins une quarantaine ont été délibérément ciblés. Ils étaient revêtus ils avaient leur casque et leur gilet pare-balles avec écrit presse dessus, et on a vu des attaques qui ont été répétées sur leurs véhicules signalés, sur une tente où étaient rassemblés un certain nombre de journalistes. Enfin, dans plusieurs circonstances, il ne fait absolument aucun doute que l'attaque était organisée, délibérée et visait les journalistes. D'ailleurs, je rappelle, enfin certains se souviennent sans doute ici, de l'assassinat en plein jour, en plein public, de la journaliste correspondante de Al Jazeera, Shirin Abu Akleh, qui a été abattue à bout portant par un sniper israélien sous les caméras de tout le monde. Il y avait des journalistes, il y avait des témoins. Elle a été assassinée de sang-froid. Il n'y avait aucun affrontement de quelque sorte que ce soit. Donc, on poursuit une politique qui finalement est relativement payante. Israël est encouragée dans la mesure où elle n'est pas découragée de faire ça. Elle retient, au moins par défaut, qu'elle trouve un support dans le monde en général et dans le monde occidental en particulier. Donc une population captive sur laquelle s'abat un déluge de bombes, des journalistes par centaines qui sont tués, des travailleurs humanitaires et des travailleurs sociaux, plus encore. On estime qu'il y en a plus de 400 qui ont été tués entre agents de l'ONU, de l'UNRWA et membres de ONG. Médecins sans frontières a perdu 11 membres dans ses rangs là. Le Gaza est un cimetière de travailleurs humanitaires, entre autres, car de nombreuses couches sociales s'additionnent dans ce cimetière. Donc, cimetière aussi de journalistes, de travailleurs humanitaires, mais également de médecins, d'enseignants, et plus largement de femmes et d'enfants. C'est le conflit qui voit le plus grand nombre d'enfants tués de tous les conflits que l'on a vus au cours de ces dizaines d'années passées. Et il y en a eu des conflits durs. Et bien là, on bat encore les records. Plus de 15 000 enfants ont été tués, sans parler des milliers et des milliers d'entre eux qui sont marqués à jamais dans leur corps et dans leur esprit. Dans leur corps, parce que bien souvent, ils ont été grièvement blessés. Ceux qui ont survécu ont été grièvement blessés, mutilés, handicapés, donc membres coupés, parfois des amputations réalisées sans anesthésie du fait de l'épuisement des réserves médicales. Et puis, par ailleurs, record également du bâti détruit. On estime à peu près que 90%
est entièrement ou très lourdement, entièrement détruit ou très lourdement endommagé, si bien que Gaza est littéralement, au sens propre du terme, un champ de ruines, et un champ de ruines que je qualifierais de double, si l'on veut, des ruines matérielles et des ruines morales, car s'il persistait encore à l'état sans doute résiduel, parce que voyons ce qui se passe depuis des années, mais malgré tout, quelque chose, un semblant de morale dans l'armée israélienne, dans les autorités israéliennes, eh bien ce semblant gît sans vie, il a été tué dans les bombardements impitoyables des Israéliens qui ont méthodiquement détruit tout ce qui fait non seulement la possibilité d'une vie matérielle, mais une histoire, une société, ce qui fait un monde social, d'une certaine manière. C'est-à-dire, on a détruit les universités, les écoles, les hôpitaux, les cimetières, les archives, on a détruit les rues, les canalisations, des excavatrices ont brisé un certain nombre de rues, de grandes rues dans les villes palestiniennes pour détruire, endommager les canalisations, donc tous les acheminements de fluides. On a détruit les terres agricoles, les fermes, l'élevage, bref. L'entreprise méthodique visant à rendre Gaza totalement invivable s'est déployée jusqu'à présent pratiquement sans frein et d'une certaine manière avec des encouragements. J'en viens maintenant au vocabulaire. Donc, pardon, je veux juste insister sur ce chapitre que je ferme, sur la singularité de cette guerre. Ce que je viens de dire ne s'applique pas à d'autres conflits. Le nombre de victimes, le nombre de tués reste pour l'instant sujet à discussion. Il y a au moins 55 000 morts selon le Hamas, qui a toujours donné des chiffres exacts de mortalité, y compris au fil des conflits successifs. Moi, je m'intéresse depuis longtemps aux questions d'épidémiologie, y compris d'épidémiologie de la violence, et donc au décompte des victimes des guerres. Et j'avais été frappé par le fait que s'il y avait un point sur lequel le Hamas et les différentes autorités israéliennes successives se sont toujours accordés, c'est sur le nombre de victimes des différentes incursions. Il n'y a jamais eu de véritable litige. Il y en a eu là un peu au début parce que ça devenait gênant. Les milliers s'ajoutaient aux milliers, les dizaines de milliers s'ajoutaient aux dizaines de milliers. Alors ça devenait franchement embarrassant. Donc il y a eu un certain nombre de déclarations, y compris par des relais en France d'Israël, depuis David Pujada jusqu'à Caroline Fourest, contestant qu'il y ait de la faim, contestant qu'il y ait tant de morts que cela, divisant par 3, 4 ou 5. Tout. Ça, c'est vraiment de la désinformation, du mensonge à l'état brut. Dans la réalité, il y a probablement 3 fois plus de morts que ce que le Hamas déclare, pour une raison simple, c'est que le Hamas ne fait que le décompte des gens morts de bombardements et identifiés par leur état civil. Ça réduit, c'est une forme de décompte qui a sa valeur, parce que chaque personne est comptée une seule fois et est identifiable post-mortem, mais ça a l'inconvénient de passer tous les gens qui ont été enfouis sous les décombres, tous les gens qui sont morts secondairement de leurs blessures, et tous les gens qui sont morts dans un excès de mortalité, mais dit indirect, du fait qu'une maladie chronique, comme une insuffisance cardiaque, une insuffisance hépatique, un diabète, des pathologies comme ça, qui se sont bien traitées de façon chronique, car il existait un système de santé viable à Gaza avant tout cela, mais un diabétique ou un insuffisant cardiaque qui ne se traite pas tombe assez rapidement dans des complications, et des complications de plus en plus graves, jusqu'à en mourir assez rapidement. Et maintenant, avec la faim qui s'installe, on voit un affaiblissement des organismes, une plus grande susceptibilité aux infections, et donc une mortalité qui va nécessairement, une mortalité infantile notamment, qui est déjà en train de grimper et qui va nécessairement
s'amplifier. Donc pour toutes ces raisons, Gaza a un statut particulier par rapport à d'autres conflits. On ne peut pas fuir, on est en permanence exposé jour et nuit, 365 jours dans l'année, exposé à une mort imminente qui peut frapper n'importe quand, n'importe où, dans n'importe quelle condition. Et ça, les gens qui veulent ramener le Congo et le Soudan au premier plan seraient bien en peine de dire ce qui se produit de ce point de vue-là, car rien de cela, encore une fois, ce sont des guerres cruelles, et il y a des violences absolument odieuses et inacceptables qui se déroulent dans ces deux pays, mais ça n'est pas à la même échelle et pas du même ordre que ce que nous voyons là. Et j'en viens maintenant à l'autre aspect de cette singularité, c'est-à-dire le soutien constant dont Israël bénéficie en dépit de cette guerre qu'il faut bien qualifier de ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire de cette guerre génocidaire qui est en train de s'accomplir, de se déployer sous nos yeux. Je commence par la déclaration la plus immédiate et la plus trompeuse, qui est le droit d'Israël de se défendre. Quand l'attaque du 7 octobre, au stade où j'en suis, sur laquelle je tiens à préciser ma position, je considère qu'il s'agit d'une attaque criminelle et terroriste. Je pense que ces termes s'appliquent à l'attaque du 7 octobre parce que les forces combattantes qui se sont déployées là, le Hamas, le FPLP, le djihad islamique, etc., un certain nombre, disons, sous conduite du Hamas, ne se sont pas contentés d'attaquer des postes militaires et policiers, ce qui a été le cas, où ils ont attaqué, combattu et tué 400 soldats et policiers. Là, il s'agissait d'une affaire de guerre et on est dans la résistance pure et simple. En revanche, les quelques 700 personnes, 700 à 800, mais je pense que c'est plutôt 700, mais peu importe, c'est l'ordre de grandeur qui compte, qui étaient des civils dans les kibboutz ou dans ce festival techno. Eux, c'était des civils, et on peut bien dire que des civils, ce sont des militaires qui ont tombé l'uniforme. C'était quand même des civils, ils n'étaient pas en situation de combat, ils ont été tués ou enlevés, et ça, c'est un crime de guerre du point de vue juridique, du point de vue moral également, et du point de vue politique, c'est un acte terroriste. Et si je me refuse à qualifier le Hamas d'organisation terroriste, parce que ça n'a pas de sens, j'en dirai un mot dans un instant, je n'hésite pas un instant à qualifier l'acte du 7 octobre de terroriste, en ajoutant deux choses. Que d'une part, que tous les mouvements de libération, toutes les guerres anticolonialistes ont vu leur lot d'actes terroristes commis, le FLN algérien, le FLN vietnamien, l'ANC sud-africaine, l'IRA irlandaise et les forces républicaines espagnoles, et que sais-je encore. Donc il n'y a nullement un monopole, il n'y a pas une sauvagerie particulière attachée au Hamas, il y a ces dérives violentes de tous les mouvements qui ont utilisé la violence pour accomplir un combat émancipateur, ou en tout cas un combat de libération nationale, y compris d'ailleurs, j'allais oublier un autre protagoniste du coin, qui est les différents mouvements sionistes qui ont pratiqué, avant la proclamation de l'État d'Israël, la violence dans des marchés, dans des bus, etc., dans des cinémas. Donc les bombes dans les cinémas et les marchés, c'était aussi les sionistes qui les ont placés. Voilà, donc il faut ni le cacher, ni l'amplifier, il faut en tenir compte, il faut avoir ça à l'esprit, ne serait-ce que par esprit de rigueur, par honnêteté intellectuelle vis-à-vis des événements et vis-à-vis des protagonistes de ces événements. Mais j'en reviens donc au droit de se défendre, constamment, incessamment mis en avant par les amis d'Israël, ou disons les pays occidentaux, qui me semble être vraiment un scandale contre la raison. Que la réponse d'Israël soit violente après avoir subi une attaque d'une telle ampleur, tout le monde en était parfaitement conscient, et d'une certaine manière, tout le monde acceptait un certain niveau de violence.
vous êtes attaqué violemment, vous ne pouvez pas faire autrement que vous défendre violemment. Mais c'est dans tous les manuels de guerre, dans tous les codes de droit international, il y a une certaine notion de proportionnalité. Toujours dit, quand je dis certaines notions, non, il y a une notion de proportionnalité qui doit être appliquée. Et si je parlais d'une certaine notion, c'est que le niveau de proportionnalité, c'est-à-dire le niveau de violence en comparaison de la violence à laquelle on répond, est toujours incertain. Il est toujours difficile à établir. Qu'est-ce qui est proportionnel, qu'est-ce qui est hors de proportion? À un moment, ça devient évident. Là, on est hors de proportion à un niveau inimaginable que même beaucoup de gens qui s'intéressent à ce conflit n'auraient pas imaginé, mais quel aurait été le bon niveau de violence utilisé par Israël, ça n'est pas facile à définir. En tout cas, c'est un principe qui relève à la fois de la bonne politique et du droit international humanitaire que les Israéliens ont totalement ignoré. Mais en tout cas, la riposte était prévisible. Ce qui était plus que discutable, ce qui est révoltant, c'est d'invoquer le droit à se défendre. Car le droit à se défendre, il impliquait deux choses. D'une part, que Gaza était un pays étranger qui agressait un pays souverain qui n'avait rien à voir. Deux pays qui sont en paix, qui sont voisins, d'un seul coup, l'un attaque l'autre. C'est la réaction, par exemple, qu'a eu, en tout cas au début, je pense qu'il a évolué depuis, mais il me semble en tout cas, enfin, une réaction totalement folle qu'avait eue Jacques Attali, interrogé sur TV5 Monde par un journaliste qui lui demande de réagir. C'était peu de temps après le 7 octobre, qui lui demande de réagir. Et Jacques Attali utilise la comparaison suivante. Il dit, imaginez que le Luxembourg, imaginez qu'un coup d'État, pardon, un coup d'État totalitaire se produise au Luxembourg et que du jour au lendemain, le Luxembourg se mette à nous attaquer et à tuer 10 000 ou 12 000 personnes, puisque c'était en proportion le chiffre de mortalité qui correspondrait à la population française. Que ferait la France? Bien naturellement, elle abattrait sur le Luxembourg un déluge de feu, elle se défendrait. Eh bien, c'est exactement ce que fait Israël. Et le journaliste qui interrogeait Attali n'a pas eu, semble-t-il, et c'est, je pense, assez indicatif d'un état d'esprit général, n'a pas eu la présence d'esprit de lui faire remarquer que la France n'occupait pas le Luxembourg, qu'il n'y avait pas un mouvement de résistance contre la France au Luxembourg, parce qu'il n'y avait aucune raison qu'il y ait un mouvement de résistance. Autrement dit, l'image qui s'imposait dans l'esprit de quelqu'un qui est tout de même, qui a étudié, qui est même très, très éduqué, très au fait des questions internationales, l'image qui s'imposait, c'était celle de deux pays différents, et l'un attaque l'autre brutalement, coup de tonnerre dans un ciel serein, comme on dit en médecine, pour une crise d'épilepsie, et voilà, boum, ils attaquent. Et ça, c'est un double élément clé. D'une part, le droit de se défendre, personne ne peut le récuser. La légitime défense est un principe universellement admis. Vous êtes attaqué, vous avez le droit de riposter. En proportion, certes, mais c'est le premier de vos droits, c'est de vous défendre, y compris par la violence. Donc la légitimité de la riposte israélienne est en quelque sorte confortée par cette formulation-là. Et puis, la deuxième et peut-être la plus perverse des insinuations que contient cette formule, c'est que tout a commencé à ce moment-là. Jusqu'au 6 octobre, tout allait bien. Et ça, c'est un point sur lequel il faut s'arrêter un instant. Il y a tellement de points sur lesquels il faudrait s'arrêter que, évidemment, je ne vais pas les prendre tous, mais il faut s'arrêter un instant parce que il y avait effectivement, entre guillemets, et j'insiste sur les guillemets, du calme. Le calme régnait en Palestine, en Palestine-Israël, pardon, au point que la plupart des diplomaties, toutes les chancelleries, considéraient que la question palestinienne était une question réglée, que la paix était en train de s'installer au Proche-Orient. Le précédent conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, je me souviens plus, son nom m'échappe sur le moment, expliquait à qui voulait l'entendre
que le cercle vertueux de la démocratisation, disons de l'apaisement des violences dans l'ensemble du Proche-Orient était enclenché et que on allait voir peu à peu la démocratie, en tout cas la baisse du niveau de violence s'installer avec la fin du conflit en Syrie, la fin de la guerre civile en Syrie, avec l'apaisement des tensions en Irak, avec la disparition de la question palestinienne qui ne faisait plus parler d'elle, et ainsi de suite. Et donc, et avec le Liban qui était également apaisé, bref, tout allait bien, il y avait une sorte de justification à distance de l'intervention folle de 2003 en Irak, qui finalement aurait produit ses effets, etc. Et pour ce qui concerne la Palestine, la question était grosso modo réglée. Les Palestiniens étaient découragés, ils avaient compris qu'ils avaient perdu, ils en passaient par les fourches caudines imposées par les Israéliens. C'était pas forcément glorieux, mais enfin c'était quand même satisfaisant parce que cette épine dans le talon des diplomaties commençait à être un peu irritante et on était bien content d'en être débarrassé. Mais qu'est-ce qui se passe quand il ne se passe rien? Voilà la question qu'on ne se pose pas. Qu'est-ce qui se passe en Palestine quand on dit qu'il ne se passe rien? Eh bien, il se passe qu'il n'y a que des morts palestiniens, que des expropriations palestiniennes, que des vols de terre, que de la torture, que des arrestations arbitraires, que de la détention du côté palestinien. Et ça, c'est silencieux. Tant qu'il n'y a pas de morts israéliens, c'est-à-dire de morts juifs, parce qu'encore un mort israélien, palestinien, ça passe dans les faits divers, mais tant qu'il n'y a pas de morts juifs, le calme règne en Israël, Palestine. Et donc, effectivement, jusqu'au 6 octobre, le calme régnait, parce qu'il n'y avait eu que, en gros, je crois, 800 morts dans les 8 mois qui avaient précédé. 800 morts, pas de juifs, que des Palestiniens. Donc ça allait, donc c'était le calme, donc il n'y avait rien à dire. Voilà ce qui est fondamental et qui est ignoble dans l'usage inconsidéré des mots tels qu'il était pratiqué à ce moment-là. Et naturellement, par voie de conséquence, il y avait un agresseur, qui était le Hamas, et un agressé, qui était Israël. D'où le droit d'Israël de faire à peu près ce qu'il veut pendant des mois. Alors je rappelle, et je termine sur ce point, je rappelle que Israël est puissance occupante. En dépit des protestations, des dénégations que l'on peut entendre ici et là, de la part d'un certain nombre d'intellectuels éminents qui feraient bien de retourner à leurs livres de temps en temps pour voir un peu comment ça se passe, à défaut d'aller sur place, euh, Israël contrôle intégralement la bande de Gaza, mène des guerres tous les 2 ans là-bas, c'est-à-dire apparaît dans la bande de Gaza, mais il faut se mettre dans les souliers d'un Palestinien de Gaza, pour qui les Israéliens n'apparaissent que sous la forme du bourdonnement des drones qui tournent sans cesse autour d'eux, des hélicoptères et des F-15 qui les attaquent régulièrement, des commandos de forces spéciales qui viennent miner ou arrêter ou tuer, des snipers qui leur tirent dessus quand ils manifestent, par exemple au moment des marches du retour en 2018, hein, où il y a eu plusieurs milliers de blessés, de gens qui ont été attaqués alors qu'ils ne représentaient aucune menace, comme d'ailleurs dans les guerres précédentes, aucune menace, et qui se sont fait tirer dessus, notamment par des snipers confortablement installés sur les hauteurs qui surplombent Gaza au nord, et qui tiraient dans les genoux, avec des balles haute vélocité, qui provoquaient des dégâts particulièrement graves, rendant ces articulations blessées inopérables, donc avec un débouché qui n'était soit l'amputation, soit l'arthrodèse, c'est-à-dire la perte de l'articulation et la fixation raide du genou. En général, c'est dans les genoux qu'il tirait. Donc on tirait comme à l'exercice. Ajoutez à cela que les kibbutz qui ont été attaqués, je pense que c'est quand même important de le préciser, tout le monde ne le sait pas forcément, ces kibbutz ont été, comme de très nombreux kibbutz, construits sur des villages palestiniens détruits, enfouis. Et donc, ce que
enfin, l'attaque contre les kibboutz a été réalisée aussi par des gens qui étaient animés par un double désir de vengeance. D'une part, la vengeance que l'on a envie d'assouvir parce qu'on est attaqué régulièrement et qu'on a des gens pratiquement sans visage, sans état civil, sans regard. C'est des pilotes, c'est des commandos, c'est des drones, c'est de la menace brute, impersonnelle, glaciale, mais extrêmement dangereuse. Voilà ce que représentent les Israéliens pour 99,9% des Gazaouis qui ne sont jamais sortis de Gaza et qui n'ont même jamais vu un Israélien autrement que sous cette forme. Mais en plus, ils savent que les kibboutz qui sont autour d'eux, ce qu'on appelle l'enveloppe, ce que les Israéliens appellent l'enveloppe de Gaza, ces kibboutz sont en réalité des villages détruits où étaient leurs grands-parents, ou une partie de leurs grands-parents. Donc c'est d'une certaine manière une sorte... Il y a quelque chose comme un sentiment de propriété sur ces kibboutz, ce qui explique aussi, ça ne justifie pas, encore une fois, parce que les gens qui y habitent ne sont pas les gens qui les ont dépossédés. N'empêche, ça explique la haine, le ressentiment, la- la- et aussi le sentiment d'une certaine manière de se faire quelque peu justice en accomplissant ces violences terribles qui ont été perpétrées le 7 octobre. Voilà donc comment cela se présente. Je terminais avec cette notion du droit de se défendre, de la légitimité, de la guerre qui commence le 7 octobre. Et c'était un point absolument stratégique. Vous vous rappelez peut-être que toute personne qui disait oui, c'est affreux, mais, c'est-à-dire, mais il y avait, ça n'est pas venu tout seul. C'est sans excuse, mais pas sans cause, comme l'a dit assez élégamment Jean-Louis Bourlange, par ailleurs grand ami d'Israël, mais qui ce jour-là a été quand même bien inspiré, comme il a un grand sens de la formule, ce député centriste donc a, a dit la phrase qui convenait, sans excuse, certes, mais pas sans cause. Ça ne tombait pas du ciel, ça n'était pas le coup de tonnerre dans le ciel serein, comme ça a été dit. Mais il suffisait de dire cela pour se retrouver couvert de soupçons, voire d'insultes, amis des terroristes, antisémites, etc. Donc c'était vraiment un enjeu absolument stratégique, pas le droit de dire mais, pas le droit de contextualiser. Ce qui est tout de même, dans un pays qui aime montrer ses intellectuels, donc s'il aime montrer ses intellectuels, c'est qu'il accorde une certaine valeur à la réflexion, qui accorde donc une certaine valeur à la prise de distance, à l'analyse un peu circonstanciée. Eh bien, un événement saisi dans sa brutalité et dans son isolement, il n'a aucune signification. Ou plus exactement, il n'a qu'une signification primaire. C'est replacer dans un contexte qu'on peut en comprendre les éléments, les paramètres, les éléments de dynamique sociale, politique, etc. Et il est évident que le 7 octobre prend place dans une longue série d'affrontements, mais surtout d'attaques perpétrées par les Israéliens contre Gaza, attaques qui ont été rarement suivies d'une contre-offensive pour des raisons évidentes de disproportion de force, à proprement parler, hallucinant. Enfin, la- les quelques dizaines de milliers de combattants qui peuvent avoir, quelques drones, qui ont des fusils automatiques et tout, par rapport à l'énormité, l'immensité, les centaines de milliers d'hommes pourvus des armements les plus sophistiqués, les plus raffinés, avec une marine, avec des sous-marins, avec des hélicoptères, des avions, etc., et qu'ils ne se privent pas d'utiliser, hein, y compris leur marine. Je signale que la marine bombarde également Gaza, que les pêcheurs gazaouis se font régulièrement assassiner par des unités de destroyers ou de croiseurs qui sont au large de la côte de Gaza. Donc voilà qui rend compte de l'état du débat et de la mauvaise foi. Je vois que le temps passe et je voudrais laisser, parce que je ne veux pas, comment dire, m'en tenir uniquement à mes marottes ou
aux points que j'ai à l'esprit. Donc je vais terminer sur la question sionisme, antisémitisme, qui est une autre question ultra sensible de la chose. Et puis j'en terminerai là et on pourra échanger, vous ferez des remarques, des questions auxquelles je réagirai, je répondrai. Mais je parlais de soupçons d'antisémitisme ou de haine irrationnelle d'Israël, de haine excessive, qui est en train de se transformer en ce moment en projet de loi. Donc on est menacé par un nouveau projet de loi liberticide qui se fondera sur une définition de l'antisémitisme avancée par une association qui a pignon sur rue, qui a de nombreux correspondants dans pas mal de pays, évidemment soutenu, financé probablement par Israël. Définition qui est assortie d'un certain nombre d'exemples, de 11 exemples, pour donner aux députés et aux législateurs en général, aux élus en général, une idée de la façon dont il faut appliquer cette loi, parce que la loi, elle ne mange pas de pain, quelque chose contre la haine des juifs en tant que juifs, etc. Donc le libellé de la définition elle-même n'est pas du tout problématique. En revanche, les exemples qui sont donnés pour donner de la chair à cette définition assez plan-plan, eux, ils sont au nombre de 11, et sur les 11, je crois qu'il y en a 7 ou 8 qui concernent directement Israël. Donc, des attaques excessives ou injustes, ou qui isolent Israël par rapport au reste des pays. Bref, si vous vous intéressez d'un peu trop près à Israël, si vous êtes un peu trop critique vis-à-vis d'Israël et que vous ne rajoutez pas que en Birmanie, en Haïti, au Congo, au Soudan, il se passe des choses affreuses, etc. Enfin, si vous ne délayez pas un peu le propos, vous êtes susceptible de tomber sous le coup de cette loi qui est en train d'être votée. Ce sont des lois franchement liberticides, j'espère qu'elles sont censurées par le Conseil constitutionnel, mais enfin en tout cas elles avancent à bas bruit avec un soutien apparemment majoritaire. Donc c'est vraiment l'un des problèmes, comment dire, chauds du moment. Mais sur la question de l'antisionisme, il me semble qu'il faut s'arrêter juste une ou deux minutes parce que précisément, elle est importante. Il faut d'abord se souvenir ou avoir conscience du fait que l'antisionisme, c'est une opinion politique, d'abord. Ça n'est pas une prise de position, comment dire, à l'égard d'une partie d'une population, à raison de sa religion ou de sa couleur ou quoi. C'est une prise de position politique. Et d'ailleurs, historiquement, les premiers et les plus virulents des antisionistes étaient des juifs. Vous en avez un exemple devant vous. Mais il y en a bien d'autres. Il y a un excellent livre qui a été édité par des membres de l'EJFP, dont je recommande la lecture à ceux qui veulent creuser la question, qui est une anthologie de textes juifs, textes écrits par des juifs, critiquant le sionisme. Et d'ailleurs, c'est vraiment, je ne résiste pas à l'envie d'évoquer ce petit moment d'histoire qui est très, très parlant. En 1917, Lord Balfour, ministre des Affaires étrangères du gouvernement de Lloyd George, donc du gouvernement britannique de Lloyd George, envoie cette fameuse déclaration à Rothschild en faisant la promesse que l'Empire britannique accordera un foyer aux Juifs en Palestine. Bon, à l'époque, les Britanniques donnent à quelqu'un qui n'y réside pas une terre qu'il ne possède pas. Ça apparaît encore, c'est le colonialisme de l'époque. Personne n'y prête attention. D'ailleurs, Herzl utilise les termes de colonia. L'organisme de financement, ça s'appelle le Jewish Colonial Fund. Le fait qu'il s'agisse d'une entreprise coloniale ne fait absolument aucun mystère, ne cause aucun embarras à l'époque. Maintenant, c'est un terme qui vaut polémique, controverse, discussion, soupçon, etc. Mais enfin, en tout cas, historiquement, ça n'est vraiment pas un problème. Donc, pendant que Balfour, qui est un évangélique ouvertement antisémite, c'est le point sur lequel je voulais en fait insister, ouvertement antisémite,
c'est-à-dire considérant les Juifs comme un corps étranger de la nation britannique, et corps étranger dont il faut se débarrasser. Et s'ils veulent un bout de terre là-bas en Palestine, ben voilà une aubaine, on va leur faire plaisir. Nous, on se débarrasse de la juiverie et on l'envoie là où elle a envie d'aller. Sauf qu'elle n'avait pas du tout envie d'y aller. Le sionisme était ultra minoritaire dans les populations juives d'Europe pour diverses raisons. Je n'entre pas dans le détail parce que ça prendrait un peu trop de temps, mais sachant que, enfin, il y a à l'esprit que c'était absolument minoritaire. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'un autre ministre juif beaucoup moins connu que Balfour était membre de ce gouvernement. Il était d'ailleurs ministre de l'Inde, de la colonie disons, qui était la perle de l'Empire britannique. C'était Lord de Montagu. Et Lord de Montagu a réagi très négativement à la déclaration Balfour en expliquant, dans une longue lettre qui est reproduite dans le texte, dans l'anthologie proposée par l'UJFP, Lord de Montagu estimait qu'il avait un pays, c'est la Grande-Bretagne, qu'il n'en avait pas deux, qu'il n'en voulait pas un deuxième, qu'il avait envie d'être pleinement citoyen de son pays et pas d'un autre, que par ailleurs il y avait déjà des gens qui y vivaient et qui prospéraient dans ce pays et qu'on ne voyait pas pourquoi on irait les embêter. Enfin bref, il est long et il ne voit que des catastrophes à venir, que des, que des catastrophes à venir là-dedans. Et d'ailleurs, enfin, il y a un nombre de textes prophétiques de Balfour, de Montagu à Hannah Arendt, en passant par bien d'autres, qui ont rapidement compris que le sionisme, c'est-à-dire le nationalisme juif en Palestine, ne pouvait entraîner qu'une longue suite, une longue litanie de violence et que ce serait absolument intenable. Ben voilà aujourd'hui où on en est. Les prophéties les plus sombres sont en train de se réaliser, mais elles ne sont pas nouvelles. Ça fait quand même des dizaines d'années que la violence, l'arbitraire, la dépossession règnent en Palestine. Donc je termine, comme j'avais dit malheureusement un peu plus longuement, la question de l'antisionisme, du sionisme, l'antisionisme et de l'antisémitisme. J'ai commencé à, à l'aborder. Je continue en rappelant ou en indiquant que Herzl, l'une des grandes figures et celui qu'on considère comme étant le grand pionnier du sionisme, qui n'a jamais vu d'ailleurs, puisqu'il est mort avant la création d'Israël, mais Herzl disait lui-même que d'une part, le sionisme était une entreprise coloniale, au sens positif qui était accordé au terme colonial à l'époque, et que les antisémites étaient ses meilleurs alliés. On est avant l'hitlérisme, donc avant Auschwitz, avant la destruction physique des Juifs d'Europe. On est à l'époque où les Juifs peuvent être éventuellement attaqués. C'est les grandes époques des pogroms des années 80 en Russie. Il faut quand même savoir que c'est l'essentiel des Juifs, c'est là-bas qu'ils se trouvent. C'est en Russie tsariste et en Europe centrale, mais c'est essentiellement l'Empire russe. Eh bien, le- les antisémites, pardon, sont les bienvenus parmi les sionistes, puisqu'on a, grosso modo, pour des raisons qui sont différentes, mais avec un résultat qui concorde, les mêmes objectifs. Faire sortir les Juifs d'Europe, les installer là-bas, en Palestine ou ailleurs. Il y a eu l'Ouganda, il y a eu l'Argentine, il y a eu Madagascar, il y a eu diverses options. Finalement, ils se sont arrêtés sur la Palestine, mais c'était à l'évidence une conjonction entre des gens qui pouvaient être comment dire, dans des considérations très différentes vis-à-vis des Juifs. D'où d'ailleurs le caractère un peu superficiel et trompeur des grands émois que on entend ici et là de la part de gens qui disent oh là là, mais Marine Le Pen, qui est la meilleure soutien d'Israël, comment c'est ce paradoxe et tout. Mais il n'y a rien d'un paradoxe. D'abord, d'une part, quand il s'agit de tuer des Arabes, Le Pen et Netanyahou sont vraiment sur une longueur d'onde très,
commune. Enfin, il n'y a pas tellement de problème quand il s'agit de vanter les mérites du colonialisme non plus. Donc il y a déjà des évidences, des traits évidents. C'est l'incompréhension de ce qu'est le sionisme en France qui est à la source de ces émois ou de ces étonnements, de ces grandes surprises. Mais si on comprend ce qu'est le sionisme, une idéologie coloniale, raciste, il n'y a absolument aucune surprise à éprouver, à voir. Et je rappelle que Lucien Rebattet et Drieux-La Rochelle, des antisémites rabiques, des gens qui bouffaient du youpin matin, midi et soir, étaient pro-sionistes. Ils étaient pro-israéliens et de façon très logique. Parce qu'on a beau être haineux vis-à-vis d'une catégorie de population, on n'a pas forcément envie qu'elle soit physiquement détruite. On a simplement envie de ne plus la voir comme voisin, ou de ne plus la croiser dans la rue, de ne plus la voir sous les yeux. Et c'était cela qu'il s'agit. Donc, qu'ils s'en aillent, et puisqu'ils ont eux-mêmes choisi d'aller coloniser leur bout de désert là-bas, car c'est comme ça que la Palestine était vue depuis l'Europe, eh bien, qu'ils y aillent. Et Le Pen, père, était pro-sioniste, il l'a dit. C'est pas moi qui interprète ça. Il l'a dit, il sympathisait avec Israël pour les raisons que j'ai dites à l'instant. Donc il ne faut surtout pas céder, enfin j'imagine bien qu'il y a peu de gens dans cette salle qui le feraient, mais je le dis de façon plus générale, céder à cette espèce de pression, ce chantage moral qui est sans cesse réitéré sur la coexistence entre antisionisme et antisémitisme. C'est vraiment la marque de l'ignorance, alors l'ignorance voulue ou l'ignorance subie, je ne sais pas, mais en tout cas la marque d'une ignorance et d'une bêtise et d'une incompréhension totale ou d'un opportunisme pro-israélien. Alors ça, je veux bien le concevoir. Ça, pour certains, il est tout à fait évident que c'est le cas. Mais voilà, donc je vais m'arrêter là parce que j'ai parlé un peu plus longtemps que ce que j'avais prévu. Je suis ouvert à vos questions, critiques ou remarques et je vous remercie de votre attention. Sur le choix du territoire de la Palestine pour l'établissement de l'État juif, c'est quand même pas pareil que Madagascar ou l'Afrique du Sud, symboliquement. Donc, c'est pas juste un choix d'un territoire, c'est quand même un endroit où il s'est passé des choses pour les deux religions. Mes deux questions seraient, savez-vous ce qu'il en est du Hamas aujourd'hui? Est-ce que ça reste une force voilà, vivante et avec une certaine puissance et des soutiens? Et la deuxième question, c'est est-ce que vous savez ce que pense le peuple d'Israël juif de cette situation? Euh, un mot sur le choix de la Palestine. Le sionisme a été toujours composé de plusieurs courants qui se réunissaient sur un objectif, mais qui divergeaient sur pas mal d'autres points. Et il y avait ce qu'on appelait les territorialistes, pour qui il s'agissait simplement d'avoir un espace géographique euh, dans lequel les Juifs seraient organisés de façon souveraine. Et avant que la solution Palestine ne soit avancée, l'Ouganda avait été accordé. Il a d'abord été refusé par Herzl, puis accepté, parce que Herzl était absolument irreligieux. Il n'avait de rapport avec le judaïsme que très, très lointain. C'était plutôt par filiation que par adhésion ou par croyance. Et finalement, je passe sur les détails, mais si la Palestine a fini par être choisie, c'est parce que le, Herzl manquant de soutien, enfin le mouvement sioniste manquant de soutien, il pensait élargir sa base en séduisant un certain nombre de rabbins et de religieux avec l'idée de la Palestine. Mais pour les religieux, authentiquement religieux, la conquête de la Palestine ou le retour en Palestine et la création d'un État sur cet espace
était une profanation religieuse, c'était une aberration. Alors, j'ai pas le temps d'entrer dans le détail, mais c'était le cas. Et d'ailleurs, les Juifs de Palestine, car bien entendu, il y a toujours eu des Juifs en Palestine, et pour cause. C'est là que est né le judaïsme, et de nombreux Juifs sont restés en Palestine. Ils ne sont pas partis, comme c'est souvent le Shlomo Sand a très bien expliqué ça, a très bien fait l'histoire de cela. Bon, la plupart se sont convertis à l'islam, ce sont les Palestiniens d'aujourd'hui, qui sont quand même pour une part les descendants des Juifs de la Palestine historique, et pour une autre part, qui sont restés Juifs très religieux, très pratiquants et antisionistes. Les Juifs de Palestine étaient antisionistes. Le sionisme est venu recouvrir à la fois est venu recouvrir les Palestiniens, y compris les Palestiniens juifs. Voilà donc oui, il faut arriver à se déprendre de cette espèce de carcan mental qu'est la terre promise, les Juifs qui sont chez eux en Palestine et tout, mais pas du tout, pas du tout. Et il y a de très belles pages écrites par ce certain nombre de penseurs religieux juifs sur la notion de l'exil. Les Juifs de Palestine se considèrent en exil. L'exil est un exil spirituel, la faute que les Juifs payaient du fait d'une mauvaise conduite vis-à-vis de Dieu. Donc vous pouviez être à Jérusalem et être en exil, au même titre qu'être à Paris ou être n'importe où. L'exil n'était pas un exil géographique, c'est un exil spirituel. Enfin voilà, bon, je passe rapidement là-dessus. Alors pour ce qui est du Hamas, euh, je pense que sa popularité est au plus bas à Gaza, que beaucoup de gens se plaignent de lui, que le Hamas fait régner un ordre de fer sur toutes les critiques. Le Hamas est un mouvement, comment dire, dictatorial. Euh, Par ailleurs, homophobe, conservateur, ultralibéral sur le plan économique. Enfin, moi, personnellement, je n'ai aucune sympathie pour le Hamas. Mais enfin, il fait aussi partie du mouvement national palestinien. C'est un mouvement anticolonialiste. Et de ce fait, ben, c'est pas aux étrangers de décider qui fait quoi, qui représente quoi. Mais de fait, c'est ça. Alors, il avait des soutiens, notamment, il a été élu avec 35%, si je me souviens bien, des voix. Donc, pas une majorité écrasante, une majorité relative, nette, mais pas écrasante. Et un certain nombre de Palestiniens lui en veulent d'avoir déclenché la foudre sur eux en toute conscience, parce que le Hamas, comme tout le monde, savait que la riposte israélienne serait très violente. Ils l'ont fait en connaissance de cause, et donc cette politique sacrificielle ne fait pas l'unanimité, on peut s'en douter, surtout quand vous êtes vous-même l'enjeu du sacrifice, quoi. Donc, à Gaza, je pense que le Hamas a une popularité très relative. Malgré tout, enfin, les atrocités commises par les Israéliens confortent une certaine légitimité. Et par exemple, on estime qu'il y a plus de gens de jeunes gens qui se sont embauchés en tant que miliciens du Hamas que de jeunes gens qui ont été tués par les Israéliens. Pour chaque, euh, pour chaque jeune homme tué, vous aviez un apprenti milicien, un futur tueur d'Israéliens qui, se, qui n'aura que la vengeance à l'esprit. Quand on a ceux qui auront survécu à cet enfer, pour une part en tout cas, voudront se venger. Donc, enfin, ce que je dis est un peu contradictoire, mais c'est la marque de mon incertitude. Parce qu'en fait, personne n'en sait vraiment rien. Moi, je raisonne à partir de ce que j'entends, de nos correspondants, de gens qui font des remarques comme ça, mais il n'y a pas d'instrument de mesure, il n'y a pas d'élément de jugement. Là où, par contre, on en a parce que il est possible d'enquêter, il est possible de se rendre en Cisjordanie, et là, le Hamas a gagné en popularité par rapport à un Fatah qui est totalement soumis à l'occupant israélien, qui s'occupe de ses bases. Vous savez qu'une bonne partie des, euh, des arrestations de, de résistants, d'opposants, de petits groupes armés, etc., c'est la police du Fatah qui, qui procède. Donc ils font le boulot des Israéliens, ils font le boulot de l'occupant. C'est vraiment
c'est une situation assez folle, quoi, où on voit l'occupé soulager l'occupant d'une partie des tâches contre monnaie sonnante et trébuchante. Hein. C'est pas juste par goût abstrait, c'est pas par idéologie. C'est parce que l'Europe paye l'autorité palestinienne pour qu'elle garde le silence et fasse le boulot que les Israéliens attendent d'elle. Voilà. Quant à la société israélienne, évidemment, là, on en sait plus. Euh, que dans l'ensemble, c'est une société qui s'est extrêmement durcie au fil des décennies et dans laquelle vous pouvez constamment réitérer des phrases du genre «Je n'ai aucune empathie, je n'ai aucune pitié». Ils peuvent y aller jusqu'au gamin, jusqu'au bébé. Je n'ai aucune pitié, ou je n'ai plus aucune pitié, comme pour vanter un peu le gros cœur qu'on avait avant, mais la trahison des Palestiniens qui voilà, ont brisé tout espoir et justifié la cruauté la plus féroce. Mais ça bouge. Ça bouge malgré tout, du fait des protestations internationales, du fait que certaines images commencent à s'imposer. Et il y a des mouvements, euh, je ne parle pas des mouvements de familles d'otages. Elles veulent récupérer leurs otages, c'est très bien, mais pour la plupart, elles n'ont que faire de la suite, elles-mêmes se trouvant dans un esprit de vengeance. Voilà 19 mois que leur fils, leur frère, leur fille est détenu. Euh, Elles ont la haine au cœur. C'est bon, disons que pour ces familles-là, on peut au moins le comprendre. C'est pas gratuit, c'est pas idéologique, quoi. C'est vécu. Mais en tout cas, euh, les manifs que l'on voit régulièrement contre Netanyahou, elles sont pas contre la guerre, elles sont pas pour la défense des Palestiniens. Elles sont éventuellement contre Netanyahou parce que c'est un voyou, c'est un voleur, c'est un menteur, parce que il continue de mener une guerre privée, il ruine son pays, il le ruine économiquement, il le ruine physiquement, il le ruine moralement, il en fait un paria. Donc des gens finissent par lui en vouloir quand même. Mais moi, personnellement, j'ajoute une touche individuelle à ce commentaire. Je ne partage pas ça. Je trouve que Netanyahou doit être considéré comme un ennemi idéal pour les raisons que j'ai dites, parce que c'est effectivement un menteur, un voleur. Il vole les Israéliens, un colonialiste. Enfin bref, il a à peu près toutes les qualités. Mais il naît en continuité avec tous ses prédécesseurs. C'est ce que les gens qui critiquent Netanyahou semblent oublier en faisant de Netanyahou une sorte, j'allais dire, de bouc émissaire. Non, parce que le bouc émissaire, c'est tout par définition innocent. Lui, c'est un criminel. Mais c'est pas le seul. Il prend la suite d'une longue série de premiers ministres qui ont tous suivi la même politique de dépossession, de vol, de légalisation de la torture, de mise en place de l'apartheid, des persécutions des Palestiniens de Cisjordanie, de volonté d'annexion de ce territoire, etc. Donc là-dessus, il est en pleine continuité. Lui, simplement, il le fait un peu à la Trump. C'est-à-dire, il est vulgaire et on adore détester ce type. Et Olmert ou même Sharon étaient plus présentables. Pérez, j'en parle pas, lui, c'était un colonialiste, mais qui savait mettre les rondeurs, etc. Voilà. Mais en tout cas, ça bouge. On commence à voir dans des manifs israéliennes des panneaux avec des photos de gamins palestiniens amputés ou amaigris, enfin, et flanqués. Donc, la souffrance palestinienne commence à émerger dans certaines manifestations israéliennes. Ce qui était impensable avant. C'était, vous vous faisiez lyncher avant. Là, donc malgré tout, ça bouge un petit peu. Et autant qu'on puisse en savoir, qu'en est-il de la situation des Arabes ou des Palestiniens, vous appellerez comme vous voulez, vivant en Israël? Ben, on le sait parce qu'il y a des enquêtes qui ont été faites par le journal Haaretz, par Le Monde, donc elles n'ont pas fait grand bruit, mais enfin, ben, ils se tiennent à carreau. Ils sont terrorisés. Ils sont fliqués en permanence. Leurs pages Facebook, Instagram, etc. sont régulièrement examinées. La moindre phrase un petit peu ambiguë de soutien à la résistance palestinienne, contre la colonisation, etc., peut être sanctionnée extrêmement lourdement. Il y a eu des lynchages, il y a eu des bagarres.
là, dans un gros bourg d'Israël que je ne connais pas, donc dont le nom m'échappe, j'entendais récemment qu'une très belle réunion, enfin, elle serait sans doute un peu, ça semblerait peut-être un peu vaguement cucu en France, mais même pas d'ailleurs, mais enfin en Israël, c'était carrément méritoire. Un rabbin et un imam ont, au moment de célébration de Pâques, qui en Israël correspondent à un moment de mémoire très particulier, parce qu'il y a Pâques, donc la sortie d'Égypte, donc l'émancipation. Pâques, pour les sionistes, c'est la fête religieuse la plus symboliquement chargée, puisqu'on se libère de l'esclavage et qu'on va vers la terre promise pour y créer le royaume des Juifs. Donc c'est vraiment une allégorie du sionisme, enfin en tout cas c'est détourné par les sionistes comme sur un mode allégorique. Et il se trouve que on célèbre aussi le Yom HaShoah, c'est-à-dire le jour des morts et des héros, et le jour de l'indépendance. Tout ça en même temps. Et donc, il y avait de nombreuses commémorations, et dans cette bourgade du nord d'Israël, où résident pas mal de Palestiniens, le rabbin et l'imam ont décidé de faire un service commun pour honorer la mémoire de toutes les victimes, juives et palestiniennes. C'est pour ça que je disais, en France, ça pourrait paraître un petit peu, bon, sentimental, machin, mais c'est vrai, ça mange pas de pain, tellement ça semble évident, mais pas en Israël. Et ça a donné lieu à une descente de nervis fascistes, venant, je crois, enfin ça, c'est pas tout à fait éclairci, mais en tout cas venant des colonies, ou en tout cas de Jérusalem, et ça a débouché sur une gigantesque bagarre extrêmement violente, extrêmement violente. Mais vous voyez, ce que je veux retenir là-dedans, c'est qu'il y avait quand même un rabbin avec sa base, parce qu'il n'aurait pas fait ça à lui tout seul, il n'aurait pas pu l'imposer à sa base juive, qui était prêt, et qui l'a fait d'ailleurs, enfin courageusement, avec un imam qui ne manquait pas de courage, lui non plus. Enfin, les deux sont des personnalités vraiment admirables, et les gens qui les soutiennent aussi. Donc il y a ces initiatives très, très réconfortantes, très roboratives, qui existent aussi. Mais dans l'ensemble, ce qui domine, y compris dans les universités où se trouvent des Palestiniens, ce qui domine, c'est la peur. Je crois qu'on peut dire que les Palestiniens rasent les murs en ce moment dans leur propre pays, c'est-à-dire en Israël. Merci. Merci. Merci, merci aux organisateurs de cette soirée et merci à vous, Monsieur Broman, de nous avoir fait l'honneur de venir. Et je vous remercie aussi pour toute votre action et vos discours, pas uniquement sur cette question. Donc, MSF, et tout ça, ça a été rappelé. Donc, permettez-moi de vous remercier pour tout ça. C'est insignifiant, mais c'est toujours ça. Par contre, voilà, moi, je suis resté un petit peu sur ma faim au niveau des solutions. Parce que c'est vrai que, bon, le diagnostic, évidemment, vous ne détenez pas non plus la clé, ça se saurait. Mais est-ce qu'il il peut y avoir quand même des pistes voilà, parce qu'on est parfois, je pensais pas que je suis le seul, mais on est abattu, parce qu'on, dans l'impuissance, on se dit, mais peut-être qu'il y a des choses que les Palestiniens eux-mêmes peuvent faire, et nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir? Voilà. Donc, en deux petites questions. D'abord, euh, est-ce que qu'est-ce qu'on peut répondre? Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent on importe le problème israélo-palestinien en France, alors que moi j'ai l'impression que c'est en France ou en Europe, alors que c'est plutôt l'exportation, c'est plutôt l'Europe et la France qui ont exporté le problème. Et deuxième question, c'est est-ce que c'est pas illusoire d'attendre une solution venant des États-Unis, sachant que c'est le bras armé, le soutien indéfectible voilà, d'Israël et de Netanyahou, le criminel, etc. Voilà. Est-ce que par rapport, par exemple, le rôle de la Chine, est-ce qu'il peut y avoir un rôle par rapport à ça? Là, c'est évidemment la question à 1000 euros que vous posez là. Euh, je m'en suis évadé en recourant à l'horloge, hein, le vieux coup classique
quand même sauvé par le gong, mais bon, vous m'avez rappelé à l'ordre et vous avez bien raison. Bah, moi, je ne, comment dire, je ne me sens pas légitime pour avancer autre chose qu'un principe général que les sociétés et les acteurs locaux devront prendre en charge lui-même. Le principe général, ce qui est au fondement de toutes les horreurs que je viens d'évoquer et des autres que je n'ai pas évoquées, c'est l'inégalité de statut, l'inégalité de droit entre les juifs et les non-juifs sur la Palestine historique, quoi, sur le territoire de la Palestine mandataire. Donc, la conséquence de ce diagnostic, le traitement, si on veut, c'est l'établissement d'un système ou de systèmes politiques qui permettent que tous les résidents, tous les citoyens, toutes les personnes vivant entre le Jourdain et la Méditerranée, entre le Liban et l'Égypte, se voient reconnus les mêmes droits. Sous quelle forme? Ça, c'est ce qui reste à déterminer. 2 États, j'y ai cru un moment, jusqu'à Oslo, en gros, mais Israël ayant utilisé Oslo pour accélérer la colonisation, Israël, je pense, a torpillé la possibilité de la création d'un État qui est, en gros, les prérogatives d'un État, c'est-à-dire un véritable territoire, pas une peau de léopard, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc moi, je reviens à ce qui était d'ailleurs ce pourquoi j'avais milité dans ma lointaine jeunesse, c'est-à-dire un État laïque et démocratique pour tous. Sous quelle forme? Fédératif, confédéral, un État commun? Il y a différentes possibilités qui se montrent, mais en tout cas, un État laïque et démocratique. C'est en ça que, personnellement, je suis antisioniste. Moi, je suis antisioniste, non pas parce que je pense que les Juifs n'ont pas leur place en Palestine. J'ai rappelé tout à l'heure que les Juifs avaient été de tout temps en Palestine, et je reconnais qu'il y a un lien affectif, sinon religieux, c'est plus compliqué, mais affectif, sentimental, avec cette terre. Et comme le faisait remarquer Madame, c'est pas un hasard que finalement Israël ait été créé en Palestine. Ce qui est insupportable, c'est que ça soit fait au détriment de la population locale. Et d'ailleurs, je rappelle qu'il y a eu, pendant longtemps, un courant qui s'appelait Brit Shalom, qui était favorable à l'implantation des Juifs en Palestine, mais une implantation négociée, éliminant la force comme moyen de s'imposer, et, disons, étant simplement favorable à l'établissement d'un courant, d'une partie de la société, mais certainement pas à une guerre menée contre ceux qui occupaient déjà cette terre. Bref, un grand remplacement par la force. Passage, hein, c'est quand même frappant de voir que personne n'ose voir le grand remplacement là où vraiment il a eu lieu comme un projet pensé. Hein, il y a une population, on va la virer et on va installer une autre population. Si ça, c'est pas du grand remplacement, alors qu'est-ce que c'est que le grand remplacement par rapport aux élucubrations sur la France ou l'Europe? Ça a quand même quelque chose d'assez fou quand on y pense un peu. Bref, voilà la solution à laquelle je me dis, enfin, dont je me dis qu'elle est d'une certaine manière la moins utopique, parce qu'aujourd'hui, sur ce territoire, que d'ailleurs les Israéliens sont en train d'annexer, je ne l'ai pas dit, mais ils sont en train, là pour la première fois, de dresser un cadastre de la Cisjordanie. Quand vous faites le cadastre d'un territoire, c'est que vous considérez que juridiquement, vous êtes déjà chez vous, alors qu'avant, il y avait encore une petite contestation. Donc l'annexion, elle est vraiment en voie de progression rapide. Moi, j'estime qu'on va se retrouver dans la situation de l'Afrique du Sud des années 80. Et que le mot d'ordre qui l'emportera finalement, ce sera One Man, One Vote. Alors, je ne sais pas comment One Man, One Woman, ça, avec disons, les précautions de langage judicieuses qu'on doit prendre aujourd'hui, il faudra trouver la bonne formule. Mais en tout cas, c'est One Person, One Vote. Ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Et je pense que c'est sur ce terrain-là qu'il faut se situer. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je ne suis pas très à l'aise, bien que je le fasse quand même, je ne suis pas très à l'aise pour signer des appels
à la reconnaissance de l'État de Palestine. Je les signe parce que je me dis que c'est une façon de mettre Israël devant ses contradictions. Donc, je le fais pour cette raison-là, mais je n'y crois pas un instant. Je ne crois pas que l'État palestinien verra le jour. Je pense que le choix est entre une guerre sans fin, ce qui est une possibilité ouverte et malheureusement assez probable, ou bien, dans un futur qui n'est pas immédiat, mais pas trop lointain, ou bien, après cette épreuve effroyable de cette guerre de Gaza, ou bien donc un État commun, sous une forme à préciser, car il y a plusieurs modalités possibles, mais un État commun, un État de tous ses citoyens, selon la formule consacrée classiquement. Et je trouve que ce serait quand même la façon la plus élégante de se sortir de là, de la même façon que c'était pas en créant un État d'orange en Afrique du Sud, pour les Blancs, qu'on allait sortir de l'apartheid. C'était la nation arc-en-ciel qui s'imposait. Alors, il y a un Mandela, j'en profite d'ailleurs pour dire, j'avais omis de le faire, il y a un Mandela palestinien, il s'appelle Marwan Barghouti, c'est une personnalité de premier plan qui comment dire, est incroyablement semblable à Nelson Mandela, à la fois ayant appris l'hébreu en prison, comme Mandela avait appris l'afrikaner, ayant une formation théorique, politique extrêmement solide. Il a passé un doctorat en sciences politiques, comme Mandela était devenu avocat en prison. Une légitimité acquise dans la rue, dans des bagarres de rue contre l'occupant, contre les flics, etc. Que Marwan Barghouti donc, Marwan Barghouti a fait montre quand il dirigeait les jeunesses du Fatah, d'un très grand courage physique, donc une légitimité intraitable avec la corruption. Il s'en prend à la corruption palestinienne, au népotisme palestinien. Il est extrêmement critique vis-à-vis de toutes les autorités palestiniennes. Bref, c'est une des personnalités que je trouve le plus admirable du paysage politique mondial aujourd'hui. Mais il est au secret. Je crois qu'en plus, il est extrêmement maltraité, pas seulement en prison arbitrairement sur un dossier vide au passage, hein, mais en plus, Haaretz, ça fait état de traitements violents dont il aurait été victime récemment, transféré dans une prison plus ou moins secrète. Enfin, je n'ai pas réussi à suivre son passage. Mais en tout cas, il y a un Mandela palestinien. Il est respecté de tous. Hamas, personne ne peut lui passer par-dessus. Il est vraiment, comme je vous le disais, c'est Mandela. Mais il n'y a pas de Klerk, c'est-à-dire le Premier ministre sud-africain de l'époque, il n'y a pas de Klerk israélien. Il y a tous ces gens, Yair Lapid, Gantz, sont sur la même base coloniale. L'apartheid ne les dérange pas, ils l'ont voté. Donc malheureusement, là, il manque l'autre partie. Mais en tout cas, voilà pour les solutions, ce que je pouvais en dire. Une petite question, simplement. Personnellement, je suis allé en Palestine il y a une dizaine d'années. J'y ai vu en particulier un village palestinien, un village de chrétiens qui s'appelle Taïbé. Est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots quelle est la réaction actuelle des Palestiniens chrétiens? Ben, dans l'ensemble, enfin moi, ce que j'en lis, parce que je ne suis plus allé en Palestine depuis pas mal de temps, pour des raisons indépendantes de ma volonté, disons, les Palestiniens chrétiens souffrent de la même façon que les Palestiniens musulmans. D'ailleurs, historiquement, les chrétiens palestiniens ont été activement mêlés au mouvement de libération, au mouvement anticolonialiste, tout, le FPLP, le FDPLP, etc., étaient largement dirigés par des chrétiens, et le Fatah était un organisme laïque. Ce qui lancera, si demain le Hamas prend le pouvoir, je ne suis pas sûr. Enfin, il y a l'église ou les 2 églises de Gaza ont toujours été respectées. Les chrétiens de Gaza pouvaient suivre leur culte. Ce sont les Israéliens qui ont détruit les églises de Gaza, comme ils bloquent Bethléem, etc. Donc, bon, on n'a pas beaucoup de nouvelles, mais ce qui est sûr, c'est que les violences et les crispations identitaires
que l'on voit inévitablement se produire dans un contexte de violence, surtout de violence nationaliste, c'est pas bon pour les minorités. Et évidemment, les chrétiens sont une minorité dans les minorités. Mais en tout cas, aujourd'hui, dans leur position publique, ils adhèrent, ils soutiennent les mouvements de résistance palestiniens. Je vais revenir sur la précédente intervention que vous avez faite. Pardon. Oui, je reviens donc sur le parallèle que vous avez fait avec l'Afrique du Sud. Effectivement, il y avait en face de Mandela, il y avait un interlocuteur qui a... Mais il y avait aussi autre chose. Il y avait un contexte international. Il y avait des pressions. Alors, des pressions des États qui ont mis beaucoup de temps à se mettre en place parce que il y avait des enjeux économiques et qu'à un moment donné, il y a eu la bascule de ces enjeux économiques quand les peuples ont été également acteurs et ont apporté aussi la critique de ce système d'apartheid. Voilà, ça c'était... donc j'aimerais bien qu'on essaye de voir, enfin que vous puissiez nous indiquer ce qu'il peut y avoir autour de cette situation, ce qui peut faire bouger les choses. Et puis, d'autre part, tout à l'heure, vous disiez aussi qu'il y avait donc une... non, ben je laisse tomber parce que, voilà, sinon je vais rallonger la sauce. Excusez-moi. Oui, vous avez tout à fait raison. L'apartheid n'a pas été démantelé de façon spontanée, comme ça. Le contexte international a beaucoup fait. Je le diviserai en deux, le contexte international. Il y a eu d'une part les pressions des sociétés, c'est-à-dire la mise au banc des nations de l'Afrique du Sud de l'apartheid avec les fameuses campagnes de boycott. D'où le fait qu'il faut absolument défendre non seulement le boycott, mais le droit de boycotter, donc le mouvement BDS, par rapport à Israël, parce que si économiquement ça n'a pas représenté grand-chose, et pourtant le boycott était théoriquement applicable par les États, puisque c'était une décision des Nations Unies à l'époque pour ce qui concernait, puisque l'apartheid était considéré comme un crime contre l'humanité, à juste titre. Donc le boycott était un mot d'ordre officiel que les États s'engageaient à suivre. Les États membres de l'ONU s'engageaient pour la plupart à suivre. Ils ont largement trahi leur engagement, y compris la France, par les Comores, la Centrafrique, etc. Enfin, il y avait des canaux spécifiques pour nourrir, disons, l'Afrique du Sud de l'apartheid. Mais symboliquement, c'était très fort. Et notamment le boycott culturel et sportif, ça, c'était vraiment très fort. Le boycott économique n'était pas si fort que ça. Mais cette pression symbolique, psychologique, politique, appuyée sur l'Afrique du Sud de l'époque a beaucoup joué. Et l'autre chose, le deuxième élément que j'évoquais, c'est la fin de la guerre froide. Et donc la perte d'intérêt stratégique de l'Afrique du Sud par rapport à la menace des pays dits de la ligne de front, hein, l'Angola, le Mozambique, le Zimbabwe, etc. Donc, il y a eu deux circonstances comme ça. Il me semble que ces circonstances, bon, l'histoire ne se répète jamais à l'identique, évidemment, mais il me semble qu'il y a des circonstances qui s'y prêtent quand même. Et Israël est aujourd'hui un État paria. Les sociétés du monde entier détestent Israël. Les Israéliens se font insulter un peu partout dans le monde quand on reconnaît les gens qui entendent les sonorités de l'hébreu, s'en prennent à eux, peut-être de façon injuste, parfois parce que tous les Israéliens ne sont malgré tout pas des tueurs comme ceux que l'on voit, comme il y en a beaucoup, malheureusement, on comprend cette réaction même si on ne l'approuve pas. Mais ça crée une pression psychologique. Le mouvement BDS, il marque des points, même si il est très lent. Je signale au passage, parce que ça me tient beaucoup à cœur, que comme tous les mouvements militants, il peut y avoir des embardées ou des emballements auxquels il faut veiller, et c'est de l'intérieur qu'il faut y veiller plutôt que de l'extérieur.
J'apprenais par exemple récemment que BDS voulait boycotter le film No Other Land. Alors, je suppose que certaines personnes ont vu ce film absolument magnifique, bouleversant, qui raconte la colonisation sioniste en Palestine avec une justesse, une finesse, une humanité qui sont exemplaires, et qu'on veuille boycotter ce film parce qu'il est israélo-palestinien, enfin fait par des Israéliens et des Palestiniens parce qu'il n'est pas israélien. Il est fait contre Israël, contre la colonisation israélienne. C'est fou. Ça montre que parfois le militantisme mène à perdre la boule quand même, hein. Donc il faut aider les gens qui partent là-dessus à reprendre leurs esprits et à ne pas diaboliser un Israélien parce qu'il est israélien. Personnellement, je suis né en Israël, je suis d'origine israélienne et j'aimerais pas être diabolisé comme ça non plus sous prétexte de mon lieu de naissance que je n'ai pas choisi. Voilà, donc je reviens à votre question, je termine. Les conditions internationales, elles ne sont pas les mêmes, mais il y a des analogies. Euh, le, le monde, le monde arabe ne peut plus, après la guerre de Gaza, faire avec Israël ce qu'ils entendaient faire avant. C'est-à-dire, par exemple, les accords d'Abraham sont beaucoup plus compliqués. L'isolement d'Israël va croissant. Le mouvement de boycott et d'hostilité générale de la plupart des sociétés dans le monde, si ce n'est toutes, parce que certaines sociétés sont sans doute trop loin de cela, mais pour des raisons diverses, liées notamment au colonialisme et à l'anticolonialisme, le monde entier, enfin les sociétés du monde entier, les peuples du monde entier sont intéressés, sont touchés, sont, comment dire, affectivement proches, enfin plus proches qu'on pourrait le croire en tout cas, de la question israélo-palestinienne qu'ils ne sont d'autres. Par exemple, pour les pays musulmans, les Ouïghours ou les Rohingyas ne comptent pas. Ce sont des Birmans, des Chinois, mais ils comptent pas. Les Palestiniens comptent. Et pas parce que c'est des Juifs, contrairement à ce que disent les sionistes, mais parce que c'est une aventure coloniale et que c'est la dernière guerre coloniale qui est en cours. D'où une surface de vulnérabilité, dont une possibilité donc d'agir. Voilà, donc il me semble quand même que, à condition que le mouvement de protestation, de critique de la politique israélienne se poursuive, qu'il prenne de la force, que la campagne de boycott culturel, universitaire et sportif, parce que ce sont ces trois-là qui sont les plus valides. Bon, il y a un fonds de pension norvégien, un énorme fonds de pension, qui vient de déclarer que tous les investissements israéliens seraient annulés. Ils ont vendu tous leurs actifs concernant des fonds ou des entreprises israéliennes. Donc ça compte quand même, il y a des choses comme ça, mais c'est un fonds de pension, il est énorme, mais ce n'est qu'un fonds de pension parmi d'autres, et les autres ne sont pas prêts de le suivre, semble-t-il. Mais enfin, voilà qui peut permettre donc de faire des analogies avec l'Afrique du Sud, en espérant que le mouvement d'émancipation à l'intérieur d'Israël continuera de gagner du terrain, parce que sans cela, je pense que ça ne marchera pas et qu'Israël va simplement devenir une espèce de bunker abritant des fanatiques surarmés euh, qui œuvrent à leur propre destruction. Mais ça, après tout, c'est leur droit. Moi, je m'en fiche un peu. Le problème, c'est qu'ils entraînent les autres, tout leur environnement, dans le gouffre. Et ça, par contre, ça nous concerne tous. Merci, c'est passionnant. Je pense qu'on va prendre les 2 dernières questions. Bonsoir. Non, moi je voulais réagir par rapport aussi à la remarque. C'est vrai qu'on entend beaucoup les gens qui nous disent qu'on importe le conflit israélo-palestinien. Ben voilà. Et je me dis quand même que c'est quand même un conflit éminemment européen, puisque ben, Israël participe à la Coupe d'Europe de l'UEFA par exemple. Et c'est ouais, l'Eurovision, bref. En tous les cas, je me dis, c'est aussi un État qui a été créé par les Européens qui ont voulu se débarrasser des Juifs. Donc c'est pour moi un sujet éminemment européen, donc français. Donc on n'a pas de honte à en parler. En même temps, il y a aussi peut-être aussi une crainte que des gens essentialisent certaines personnes et que ça se reproduise aussi un petit peu chez nous, ce qu'on pourrait comprendre.
Mais je voulais aussi, voilà, plutôt moi parler des solutions parce qu'en même temps, c'est compliqué de trouver des solutions concrètes à des gens qui tirent sur d'autres gens. Et n'êtes-vous pas justement surpris qu'il n'y ait pas d'action militaire d'autres États, des frappes chirurgicales comme est capable de faire Israël? Parce qu'en même temps, je me dis, lutter contre des armes par les mots, c'est dur. Je ne sais même pas si ça a pu être fait une fois et a marché. Parce que j'ai l'impression qu'on est dans une espèce d'éducation bienveillante. Vous savez, tous les chefs d'État du monde qui disent Benjamin, c'est pas bien de tuer les Palestiniens qui ne sont pas des militaires armés. Allez, tu fais dodo et demain on se revoit. Et ça continue et ça continue et ça continue, toujours ce même discours. Et ben, je me dis, c'est compliqué. Je me dis parfois, effectivement, la pensée de se dire, c'est étonnant, ces gens qui ont du pouvoir, parce que nous, on est quand même loin et on se sent malgré tout impuissant par rapport aux armes et à la violence subie physiquement par les gens. Et je me dis, bah oui, nous, on va boycotter, on va en parler, on va essayer d'éduquer les gens, de se dire que, voilà, que la majeure partie des gens veulent vivre dans la paix et l'amour et qu'il n'y a pas de, ou très peu en tous les cas, de racisme général, parce que j'aime pas trop, moi j'avoue, dissocier le racisme de l'antisémitisme. C'est comme si je me disais, ouais, j'aime les oiseaux et les corbeaux. C'est bizarre. J'ai toujours trouvé ça très étrange. Bref, en tous les cas, voilà, je voulais vous demander, ne vous trouvez-vous pas très étrange qu'il n'y ait pas d'action militaire en fait d'autres États? Il n'y a que du discours et de l'inaction, en tout cas de notre point de vue. Enfin, moi, je vois pas d'action. Il y a peut-être certainement des pourparlers, des choses comme ça, mais j'ai l'impression qu'on est dans l'action bienveillante face à des génocidaires. C'est compliqué. Voilà, c'est tout. Oui, ben en quelques mots, à votre première remarque sur l'importation, j'ai sauté un peu la réponse. La question avait déjà été soulevée, mais vous avez très bien dit en quoi cette formule était aussi un artifice, enfin, une duperie, parce que de fait, Israël est né en Europe. La légitimité d'Israël, c'est la victoire contre Hitler et le dédommagement payé aux Juifs par l'Europe. Le problème, c'est que ceux qui payent la dette de l'Europe vis-à-vis des Juifs, c'est des gens qui n'ont rien à voir avec cette dette, ce sont les Palestiniens, et que c'est sur leur dos que l'Allemagne se rembourse, d'une certaine manière. Enfin, c'est une situation folle, hein. Parce qu'après tout, si l'Allemagne avait voulu payer sa dette, eh ben, elle lui donnait la moitié du pays, elle donnait la moitié de son pays aux Juifs, et il y aurait un État d'Israël à partir de la frontière alsacienne, quoi. Mais bon, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Mais vous avez tout à fait raison. Israël est une création. D'ailleurs, Israël le dit lui-même à la fois dans ses fondements. Herzl pensait par exemple qu'on parlerait allemand dans la colonie, dans le foyer qu'on a fait, et que c'était un bout d'Allemagne qui était créé parce que lui mettait l'Allemagne au-dessus de l'Allemagne et l'Autriche, évidemment, au-dessus de toutes les autres nations. Et enfin bref, j'insiste pas, c'est l'évidence. Le deuxième point, non seulement c'est pas pensable, mais enfin moi-même, tout en étant plus ou moins un activiste dans ce domaine, je ne le prônerai pas. L'idée d'aller faire la guerre, d'une guerre lointaine, au nom de ce qu'on imagine être la justice, ça a toujours été comment dire, un alibi des colonialismes, des impérialismes, et l'usage de la force pour régler un problème de force. Moi, je pense que ça reste enfin, son efficacité reste à démontrer. Ce qui me semble fou, c'est que les États-Unis et un certain nombre d'autres pays, mais enfin sous la conduite américaine, l'ont fait en Irak en 2003, on l'a fait au Kosovo en 99, la France a pris l'initiative, enfin la France, Sarkozy, a pris l'initiative de le faire en 2011 en Libye. À chaque fois, sauf peut-être pour le Kosovo, mais c'est des circonstances très particulières, des désastres ont suivi. Le remède a toujours été pire que le mal qu'il prétendait, mal réel ou supposé, en l'occurrence réel, qu'il prétendait corriger ou supprimer.
Donc ça, je pense qu'il ne faut pas s'en étonner, il ne faut pas non plus le déplorer, à mon sens, parce que c'est le signe de... Enfin, il faut voir là, au contraire, les limites de la force. Israël ne parviendra jamais à imposer sa vision par la force. La force armée, elle permet de dissuader une autre force armée, elle permet de s'affronter à une autre force armée, elle ne permet pas de traiter des problèmes politiques. Jamais un problème politique n'a été vraiment traité par la force armée. Celui-là, à mon avis, pas plus que d'autres ou que d'autres précédents. Merci. Alors, la dernière question. Merci. Merci à vous donc pour cette conférence qui nous a beaucoup éclairé. Moi, ma question en fait, elle porte sur les causes et l'évolution en fait de cette impartialité flagrante des médias occidentaux de manière générale et des médias français quant à la couverture du conflit, avec quelques rares exceptions. Donc, on peut citer par exemple le journal La Croix, Le Monde. Est-ce que cette tendance est stable dans le temps depuis le début du conflit, ou vous pensez qu'elle atteint son summum avec le conflit actuel? Donc deuxième question, est-ce que vous pensez que donc ce parti pris, il est fondé donc du point de vue des journalistes, donc beaucoup plus par des convictions et le souci de défendre un peu les pays respectifs, ou plutôt en fait c'est par crainte de tomber donc sous les coups de la loi comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, ou tout simplement parce qu'il y a des pressions quelque part? Et juste dernière question, est-ce que vous pensez aussi que cette impartialité, elle a un lien avec un peu l'esprit un peu colonial qui est ravivé actuellement avec le sujet de l'immigration? Merci. Je pense que le biais pro-israélien s'est considérablement accru au cours de ces derniers mois, notamment avec la droitisation des médias, même l'extrême droitisation des médias, et l'influence de la galaxie Bolloré ou de ce qui tourne autour, dont les vues pro-israéliennes et pro-extrémistes israéliennes ne sont pas dissimulées, quoi. Elles sont vraiment assumées, revendiquées. Je pense en plus que Israël a réussi un beau tour de force propagandiste, qui avait certes des conditions favorables pour accueillir cette propagande, mais enfin, quand même, Israël a joué très fort là-dessus, sur le fait que, sur deux choses, on est une démocratie et on est le fer de lance de la civilisation occidentale contre la barbarie terroriste islamiste. Cette conjonction-là, ces deux effets fonctionnent. Et pour beaucoup de gens, Hamas, Daesh, Al-Qaïda, tout ça, c'est un peu la même chose. D'où d'ailleurs le fait que quand on parler du Hamas comme d'un mouvement de résistance, quand bien même on n'adhère pas à tous les actes commis, enfin, effectués par cette résistance, c'est considéré pratiquement comme un soutien au terrorisme. Et peut-être même pas pratiquement, c'est considéré effectivement comme un soutien au terrorisme. Parce qu'il y a en effet un gros enjeu qui est celui de la dissociation entre, enfin disons, de la conception du terrorisme comme une modalité de l'action que les Israéliens ont utilisée dans leur guerre d'émancipation contre les Britanniques et contre les Palestiniens, et qu'ils continuent d'utiliser, parce que comment appeler autrement que la terreur ce qu'ils font à Gaza, et ce qu'ils font d'ailleurs également de plus en plus en Cisjordanie. N'oublions pas qu'ils sont en train de gazaïser la Cisjordanie en ce moment. Hein. C'est là que se jouent les enjeux stratégiques les plus profonds, les plus forts. Mais bon, je reviens à votre question. Je pense que c'est essentiellement ça. Il y a un mélange d'extrême droitisation, d'utilisation de la peur du terrorisme et de l'amalgame avec le Hamas, l'effet Bataclan, Mohamed Merah, Toulouse, etc., ne font que rajouter à cela, et c'est un terrain sur lequel, évidemment, les supposés amis d'Israël ne cessent de prospérer, d'évoluer, parce que c'est évidemment un terrain de choix pour eux. Voilà comment j'explique la chose, et cela dans un contexte
de droitisation et d'extrême droitisation sur des modes identitaires qui sont planétaires aujourd'hui. Ça envahit l'Europe, c'est au Proche-Orient, mais c'est également en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. Donc ce sont quand même des temps mauvais, des vents mauvais qui sont en train de souffler sur le monde aujourd'hui. Et Israël en tire son parti, parce qu'Israël est l'un des pionniers de cette politique identitaire. Je crois qu'on aura l'occasion d'échanger autour d'un pot. Je vais laisser la parole à Evelyne pour clore. Oui, merci beaucoup, Ronnie Broman. L'AFPS et le collectif 21 pour une paix juste et durable vous appellent à venir nous rejoindre les samedis, place d'Arcy, à 15h, pour dire votre protestation contre l'horreur et à rejoindre les mouvements BDS et Stop Arming Israël.